Aujourd'hui, on va s'intéresser au destin assez incroyable d'un héros de la marine française du XVIIIe siècle, François-Joseph de Rosilly-Méros. Son histoire, c'est celle d'un courage exceptionnel, mais aussi, et c'est ça qui est fascinant, d'une des victoires les plus frustrantes de l'histoire navale. Une victoire annulée au moment même où elle était gagnée. Imaginez la scène. Un commandant, en pleine bataille, il est sur le point de remporter une victoire écrasante, et là, à ce moment précis, on lui ordonne de tout laisser tomber, de battre en retraite. C'est complètement fou, non? Eh bien, c'est exactement le dilemme qui est au cœur de l'histoire qu'on va découvrir. Et cet homme, le voici, François-Joseph de Rosilly-Méros. Son nom, il est vraiment associé à un des retournements de situation les plus amers, ouais, c'est le mot, de toute l'histoire navale française. C'est cet événement qui va forger sa légende. Mais avant d'en arriver à cette fameuse bataille, pour bien comprendre le personnage, il faut remonter un peu en arrière. D'où vient-il? Son parcours? Comme pour beaucoup d'officiers de cette époque, il commence au sein de l'aristocratie. Regardez cette chronologie. On voit tout de suite une trajectoire assez classique pour l'époque. Il naît dans une famille noble, son destin semble tout tracé. Et en 1720, il a à peine 17 ans, il intègre les gardes de la marine. Attention, ce n'est pas juste une école militaire, c'est vraiment le Creuset, l'endroit où on formait l'élite des futurs grands commandants de la flotte du roi. Donc il a le nom, il a la naissance, mais Rosilly-Méros ne va pas se contenter de ça. Pas du tout. Sa carrière, c'est vraiment un exemple de persévérance et de compétence. C'est en mer qu'il va se forger. Ce qui est frappant ici, c'est la régularité de son ascension. C'est pas fulgurant, c'est constant. Chaque promotion, il faut bien imaginer, ça représente des années de service, des missions parfois super dangereuses et une expertise qui s'accumule. On sait par exemple qu'il a servi en Louisiane en 1739. Ce n'est pas rien. Et finalement, en 1749, il décroche le grade prestigieux de capitaine de vaisseau. Là, il devient l'un des officiers supérieurs du port stratégique de Brest. C'est un poste clé. Et c'est maintenant que son histoire bascule qu'elle devient vraiment dramatique. On entre dans la guerre de 7 ans. Certains historiens la considèrent comme la toute première guerre mondiale. Et c'est sur ce théâtre d'opération que Rosilly va accomplir ses exploits les plus incroyables. Alors, avant le grand combat, celui dont tout le monde parlera, Rosilly montre déjà de quoi il est capable. Il est aux commandes du Diadème, un monstre des mers, un 74 canons. Et avec ça, il force le HMS Greenwich, un navire britannique de 50 canons, à baisser pavillon. C'est une victoire nette sans bavure. Et ça commence déjà à bâtir sa réputation de commandant aussi compétent qu'audacieux. Mais cette victoire, aussi belle soit-elle, ce n'est rien, vraiment rien, comparé à l'affrontement qui va le faire entrer dans l'histoire. Une confrontation où, franchement, sur le papier, il n'avait quasiment aucune chance. Alors, regardons un peu les forces en présence. D'un côté, son navire, le Diadème, avec ses 74 canons. De l'autre, un colosse anglais avec 80 canons. Il faut savoir qu'à cette époque, 6 canons de plus, c'est un avantage énorme en puissance de feu. N'importe quel capitaine, ou presque, aurait cherché à éviter le combat. Mais Rosilly, non. Lui, il n'a pas reculé. Et écoutez bien cette citation d'époque, elle résume tout. Elle montre l'impact que ce combat a eu dans tout le pays. Toute la France prend connaissance des belles manœuvres de ce combat où il est blessé sans le quitter. C'est ça qui est fou. Par la pure intelligence de ses manœuvres, il domine un navire qui est plus puissant que le sien. Il est touché pendant l'action, mais il refuse d'abandonner son poste. Son courage devient un sujet de conversation partout, dans tout le royaume. Et c'est là que le drame se produit. Après des heures de combat acharnés, le navire anglais est en miettes. Ses masses sont brisées, il est prêt à se rendre. La victoire est là, à portée de main. Et c'est à cet instant précis que l'amiral qui commande l'escadre française tire des coups de canon de rappel. Son propre supérieur le force à abandonner sa proie. Une victoire certaine, une victoire glorieuse, qui lui est littéralement arrachée des mains. Alors comment est-ce qu'on se remet d'un truc pareil? Comment un officier vit-il un événement aussi frustrant? Pour Rosilly, heureusement, la reconnaissance de sa bravoure a été plus forte que l'amertume de cette bataille inachevée. Loin d'être mis au placard, bien au contraire. Sa carrière continue de progresser, ce qui prouve bien que tout le monde a reconnu sa bravoure, malgré la décision de son amiral. Il est promu chef d'escadre, c'est l'un des plus hauts grades de la marine, et il termine sa carrière en beauté avec le commandement prestigieux de la marine à Brest. Alors au final, que faut-il retenir de lui? Son héritage ne se résume pas à cette seule bataille. D'abord, il est reconnu par la Grand Croix de Saint-Louis, une décoration militaire suprême à l'époque. Ensuite, on lui confie un commandement de la plus haute importance. Et enfin, il fonde une véritable dynastie navale. Plusieurs de ses fils vont se distinguer à leur tour dans la marine, marchant dans ses pas. Et tout ça, ça nous amène à une question finale, pour réfléchir un peu. Comment est-ce qu'on mesure vraiment l'héritage d'un homme comme Rosilly? Est-ce qu'on doit se souvenir de la victoire qu'on lui a volée, ou plutôt de toute une vie de service impeccable, de courage et de dévouement? La réponse, finalement, elle se trouve peut-être un peu dans les deux.